même s'il y a des hommes qui le font aussi, à se donner, à vendre leur corps pour justement avoir de quoi se nourrir. Donc tous ces éléments mis ensemble montrent que ces pays en voie de développement que sont l'Afrique subsaharienne et d'autres sont en situation de vulnérabilité qui accroît donc la propagation du VIH. Des facteurs liés à nos us et coutumes, c'est qu'à un temps, peut-être que ça se fait, mais de moins en moins certainement, il y avait le lévira qui se faisait, donc il fallait toujours susciter une descendance à l'aîné ou au frère, en tout cas qui allait rejoindre les ancêtres en quelque sorte. Et donc il fallait épouser donc la femme de ce frère défunt-là. Donc vous imaginez donc si cette personne a été emportée par le virus du sida et qu'elle a infecté son épouse, qui maintenant va aller vivre avec son frère. Alors je crois que c'est un des facteurs. Il faut noter, allant toujours dans ce même sens, la polygamie qui existe beaucoup plus dans nos pays. Donc si le virus rentre par l'homme ou par une des femmes, malheureusement le virus va toucher donc les autres qui vivent donc sous le même toit. Donc c'est quelques faits, j'allais dire, liés donc à nos us et coutumes qui peuvent, pourquoi pas, expliquer l'ampleur donc de cette maladie dans notre région. Quelles sont les conséquences de la maladie dans nos pays? Il est ressorti qu'en fait, donc, au niveau de pas mal d'usines, l'absence, soit par décès, soit par maladie, d'une personne donc, qui a, dans une chaîne donc, de maillons donc, du fonctionnement de l'entreprise, entrave vraiment la bonne marche du service et même la rentabilité au plan économique. Et ça fait que ça se ressent, donc la baisse donc, de la productivité de l'entreprise, et aussi dans les ministères également. Et de nombreuses études, donc, comme il a tantôt dit, qu'on a donc déjà réalisées, montrent qu'en fait, dans pas mal de ministères, donc, il y a des personnes malades, etc. L'ONU-SIDA nous estime environ 30 à 35 000 orphelins par an, donc du fait du sida. Et lorsque donc, une personne décède, donc c'est pratiquement ce que ça voudrait dire. Alors 30 à 35 000 orphelins par an, c'est beaucoup pour un pays. Et à présent, donc, on a plus de 200 000 orphelins. Pourquoi est-ce qu'en milieu urbain, par exemple, il y a quand même beaucoup de cas de personnes infectées du VIH, alors qu'on sait qu'en ville, quand même, les gens ont accès à l'information, les gens savent comment ça se transmet. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? En fait, il y a donc beaucoup de circonstances qui concourent à cela. C'est vrai que ce n'est pas essentiellement donc, la voie sexuelle donc, qui est le mode de transmission, mais c'est la voie de transmission majeure, environ donc 85%. Et ça, c'est parce que dans ces facteurs-là, il y a donc la multiplicité des partenaires sexuels. Et là, il a dit, la polygamie, etc., qui font donc, le fait d'avoir donc plusieurs partenaires sexuels, parce que les gens sont peut-être mobiles, donc d'une ville à l'autre, ainsi de suite, de par la fonction qu'on a. Je vous invite donc à suivre un micro-trottoir qui a été réalisé en ville sur comment éviter le sida. On peut éviter le sida en prenant par exemple les préservatifs. Il faut se préserver avec les capotes. Je crois que c'est la meilleure solution. Bon, éviter le sida, il y a la fidélité, il faut être fidèle, ou bien l'abstinence, ou encore se préserver. Bon, c'est surtout l'abstinence ou alors la fidélité, comme on le dit. L'abstinence, la fidélité, c'est la première solution. La meilleure façon d'éviter le sida, c'est l'abstinence totale. Ce qui est sûr, l'abstinence, c'est totalement exclu. Hein, c'est un besoin naturel, physiologique aussi. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je suis fidèle à mon partenaire. Il y a les préservatifs, l'hygiène par rapport au sang. Je crois que je me protège surtout. Je me protège et j'évite au maximum les rapports sexuels. C'est porter les préservatifs. Bon, est-ce que cela aussi est 100%? Est-ce que c'est à 100% fiable, ces préservatifs? On le fait, bon. On espère que quand même avec ça aussi, ça va un peu, mais pas beaucoup n'ont pas confiance. Hein. La fidélité.
la fidélité. C'est quoi la fidélité? Éviter le vagabondage sexuel. Autant pour moi et autant pour ma femme. J'ai la chance peut-être d'être marié. C'est d'être tranquille et suffisamment fidèle. Je pense que c'est déjà un bon moyen de protection. Et comme on dit, la chance fera le reste. Quelles sont vos réactions, docteur Ouédraogo? Il faut dire qu'on constate que chacun a sa propre conception sur comment éviter. Je crois que quand on connaît les voies de transmission, il suffit de simplement les rappeler et voir quelles barrières on peut mettre sur chacune de ces voies de transmission pour empêcher donc à tout homme d'entrer en contact avec le virus. Par la voie sexuelle, qui est la voie bitumée, si je peux m'exprimer ici, je crois qu'ils l'ont dit, mais j'aimerais peut-être sans respecter leur classification, peut-être commencer par l'abstinence, puis la fidélité et l'usage du préservatif. Maintenant, c'est surtout, je me rends compte que c'est surtout la transmission par la voie sexuelle qui a suscité beaucoup de réactions sur la prévention, les méthodes donc, à mettre en place pour éviter la maladie. Sinon, de la mère à l'enfant, personne n'en a parlé. Et même pour ce qui concerne la voie sanguine, donc personne n'en a parlé. Donc apparemment, les gens semblent être beaucoup plus informés sur la voie essentielle de transmission, qui est la voie sexuelle. Mais je constate qu'ils oublient de parler donc d'autres moyens d'éviter le virus du sida, notamment par les deux autres voies qu'ils ont omis donc de mentionner. Il y a un monsieur là qui a parlé de la fidélité, qu'il a choisi d'être fidèle, mais la chance fera le reste. Si, par exemple, une femme, elle part pour accoucher, et si les objets ne sont pas bien stérilisés, elle peut avoir le sida. Est-ce qu'en ce moment, maintenant, il n'est pas question de chance vraiment? Je profite de l'occasion pour dire qu'on est fidèle et on reste fidèle. La chance n'a pas beaucoup à voir dans cela. C'est pour ça le docteur Bazier disait qu'on pouvait peut-être entrer dans plus de détails. C'est pour cela qu'on parle d'accidents d'exposition au sang pour ce qui concerne le personnel médical et paramédical qui doit prendre entre autres d'autres précautions donc, pour se protéger et éviter de rentrer en contact donc, avec du matériel souillé. Donc ça, vous avez raison de parler du matériel souillé qui peut être une source de contamination. Lorsqu'on revient toujours au micro-trottoir, on s'aperçoit, il y a une dame qui a dit que l'abstinence, c'est pas possible. Que nous sommes des êtres humains, c'est pas possible. J'aimerais que les docteurs nous disent quelque chose. Est-ce que médicalement, il y a quelque chose même qui nous dit que ça, c'est pas possible parce qu'on entend prôner, parler de l'abstinence. Si c'est pas possible, que les uns et les autres soient rassurés. Si c'est possible aussi, que chacun sache à quoi s'en tenir. L'abstinence, c'est pas possible. L'abstinence est possible. Et le fait de s'abstenir de tout rapport sexuel n'engendre pas de conséquences néfastes pour celui qui en fait le serment, si du moins la décision est prise en étant de soi-même et en étant donc conscient de la portée de cette décision. Je crois que c'est vrai que nous vivons dans une société où le domaine sexuel est jeté à la voie publique, qu'on ouvre sa radio, qu'on allume son poste téléviseur, qu'on aille au cinéma. Apparemment, tout est fait pour nous inciter à ne pas du tout nous abstenir, parce qu'on stimule l'ego, notre ego, et on stimule en tout cas toute source de plaisir. Mais sinon, l'abstinence est possible. Si je ne crois pas que l'abstinence puisse entraîner des effets néfastes sur le corps, sur l'esprit de toute personne qui demeure abstinent. Parce que si maintenant vous décidez d'être abstinent sans être vraiment convaincu et que vous regrettez par exemple, je crois que c'est là peut-être qu'il peut s'installer un processus de culpabilisation ou autre processus qui peut engendrer des effets néfastes donc sur le psychique si vous voulez de la personne et pourquoi pas sur son corps. Sinon le fait de ne pas avoir de rapport sexuel ne nuit pas du tout à la santé d'un individu. Je crois que c'est la différence entre nous, les hommes, et les animaux, c'est que nous avons en nous ce libre arbitre-là, cette conscience qui nous permet de prendre des décisions et d'exercer notre maîtrise de nous-mêmes. Et cela n'engendre pas
du tout, j'allais dire un effet néfaste, si on est abstinent sexuellement. D'autres personnes qui en ont fait le serment peuvent mieux parler que moi, mais on les voit exercer sans aucun problème. Nous allons vous inviter à voir un reportage sur des jeunes qui se sont engagés dans un club appelé Amour pour la vie. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Un cœur. Voilà, Un cœur. c'est très bien. Un cœur. Oui. Ça parle de L'amour. Oui. Oui, effectivement, c'est le logo d'un mouvement. Et dans ce mouvement, on parle d'amour. Oui. Ouais. Oui. Amour pour la vie, comme je vous le disais, c'est un mouvement de jeunes qui ont décidé de vivre dans le véritable amour. Leur vie est précieuse. L'amour pour la vie, c'est s'aimer dans le but de préserver la vie. Aimer la vie, c'est sauver la vie. Essayer de la sauvegarder, de la garder, de la protéger. Et la garder, la protéger, c'est surtout dans le cadre de éviter, donner des conseils pour éviter les infections comme le sida. Opter pour l'abstinence, c'est la meilleure solution de lutter contre le sida. L'abstinence n'est pas possible, ou alors l'abstinence n'est pas bien parce que une fois marié, si tu ne sais pas comment est-ce qu'on fait la chose, c'est honteux. Il faut que je sache comment m'y prendre. Donc, il n'y a vraiment pas d'entraînement possible dans ce genre de choses. C'est naturel, hyper naturel. Donc ceux qui pensent que oui, il faut d'abord s'entraîner avant parce que le jour du mariage, on risque d'être surpris, c'est faux. Moi, je pense que pour ajouter quelque chose à ça... Pourquoi l'abstinence, c'est un moyen de lutte contre le sida. Et je crois que lorsque quelqu'un a quelque chose de si précieux comme la vie à préserver, on n'épargne pas ses moyens pour préserver ce qui est précieux. Maintenant, il y a d'autres personnes qui pensent que cela n'est pas possible, qu'il n'est pas possible pour un jeune de s'abstenir avant le mariage et même pour un homme marié de rester, ou bien une femme mariée d'être fidèle à son partenaire. Mais moi, je pense que ça, c'est une question de volonté et de détermination. Chaque personne, parce que chaque personne est maître de son corps et chacun doit décider de comment mener sa vie. Ça ne nous coûte rien d'opter pour l'abstinence parce que si on voit ce qui pourrait nous arriver en ne nous abstinant pas, c'est toujours mieux de s'abstenir. Bon, au cours même des émissions, les médecins que nous avons pu contacter à gauche et à droite nous ont dit que ça n'a aucune incidence sur la vie sexuelle, je dirais sur la santé, sur la sexualité future lorsqu'on sera engagé dans le mariage. Ça n'a aucun incident négatif. Bon, mon appel envers la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vraiment le message central de l'émission, c'est que les gens puissent accepter, la jeunesse puisse accepter que c'est la meilleure voie. C'est vrai, le chemin est difficile. Si on dit à un jeune aujourd'hui de s'abstenir, il voit déjà tout ce qui lui échappe. Mais au bout du chemin, il y a un trésor. Et il faut bien y arriver pour trouver ce trésor-là. Voilà. Voilà. Et...